Blake Chappelle, un adolescent de 17 ans, va emménager avec sa maman dans une nouvelle ville pour échapper à un passé tourmenté. Malheureusement, le soir de son bal de printemps, les choses vont sembler dégénérer et Blake ne sera plus jamais revu. Pour tout savoir sur la triste et très mystérieuse histoire de Blake Chappelle, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo pour le moins mystérieuse. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne, de mettre la petite cloche. Et maintenant que c'est dit, lançons-nous. Blake Tyler Chappelle est un adolescent de 17 ans ayant grandi aux États-Unis dans l'état de Géorgie, dans la ville de Newman. Blake était connu pour être un aventurier qui adorait faire du vélo tout-terrain et du skateboard. C'était le genre d'ado qui aimait être dehors avec ses amis, avec qui il passait toujours du bon temps. Et en plus de ça, il était connu pour être un pro du jeu vidéo Guitar Hero. Et en fait, quand il n'était pas dehors, il était tout simplement dans sa chambre en train d'y jouer. Par contre, Blake avait aussi une vie un peu compliquée. Il vivait en fait avec sa maman, Melissa Chappelle, dans un camping qui s'appelle Hunter Ridge et qui se situait à Jonesboro, une petite ville en banlieue de la ville de Newman. Blake avait aussi tendance à s'attirer des problèmes et ce fut d'ailleurs le cas le 28 mai 2011 lorsque son ancienne petite amie qui s'appelle Skyler avait décidé de fuguer de chez elle. Quand il l'avait appris, Blake avait alors sauté sur son vélo pour la retrouver et pour la ramener à sa caravane. Dans cette histoire, Blake n'avait strictement rien à se reprocher. Il était parti chercher sa petite amie pour ne pas qu'elle reste seule dehors et l'avait ramenée en sécurité et surtout, il lui avait demandé d'appeler ses parents une fois arrivé à la caravane pour les rassurer. Le truc, c'est que finalement, Earl Jones, qui était le beau-père de Skylar, avait décidé de venir la chercher de force à la caravane de Blake. En même temps, il avait frappé Blake au visage, le faisant tomber de son vélo et une fois à terre, Earl avait continué à frapper Blake. La bagarre à sens unique avait été d'une violence tellement inouïe qu'au final, il y avait plein de témoins qui étaient arrivés et qui avaient vu ce qui s'était passé et Blake était tout simplement à terre, roué de coups. Mais en fait, le fait que Blake était un ado vivant dans une caravane avec des piercings, qui était un petit peu livré à lui-même, eh bien ça lui donnait pas une bonne réputation et même si c'était pas lui qui avait commencé la bagarre, même si c'était lui qui s'était fait frapper, quand la police est arrivée sur les lieux, eh bien, ils s'en sont pris à Blake. Earl Jones, de son côté, a été rassuré par les policiers, il a été ramené chez lui et Blake, de son côté, a été emmené au commissariat de police. Il a ensuite été incarcéré et sa caution s'élevait à 2500 $ et comme je vous l'ai dit, Blake et sa maman n'étaient pas riches et donc il leur a fallu 2 semaines pour pouvoir rendre la caution et donc 2 semaines pendant lesquelles Blake est resté enfermé au commissariat. La police l'a alors libéré le 18 juin 2011, mais ce n'était toujours pas fini pour lui parce qu'une date d'audience au tribunal a été fixée pour le 24 octobre 2011. Ce qu'on reprochait à Blake, c'était d'avoir hébergé et caché une jeune fille mineure chez lui dans sa caravane. Et donc ça avait donné le droit juridique au beau-père de cette fille de s'attaquer à Blake pour la libérer. Ça n'a aucun sens parce que clairement Blake a juste porté secours à sa petite amie qui venait de fuguer et qui était seule dehors, mais là, bon, il voyait un petit peu les choses autrement et c'était effectivement mis en la défaveur de Blake. Donc là, Blake ne pouvait strictement rien faire à part attendre son audience qui aurait lieu en octobre. Mais bon, après cet incident, Blake et sa maman se sentaient plus très bien là où ils habitaient, alors ils ont tout simplement décidé de changer de vie et de déménager. Ils se sont alors installés dans la ville de Senoia, toujours dans la banlieue de la ville de Newman, mais à 30 minutes en voiture de leur ancien logement. D'ailleurs, Melissa demandera à Blake de ne plus communiquer avec ses anciens amis de Jonesboro parce qu'elle voulait surtout pas que Earl Jones connaissent leur nouvelle adresse. Ce qui est dingue, c'est que Earl, il avait tabassé Blake, il l'avait emmené jusque devant le tribunal et que malgré ça, il lui en voulait toujours pour avoir simplement hébergé sa belle-fille. Et puis si Melissa et Blake avaient aussi peur de lui, c'est aussi parce que Earl Jones était un homme violent qui, en plus de ça, savait comment parler aux policiers. Il était très courtois et c'est vrai que les forces de l'ordre
l'appréciait. Donc si un homme comme ça en voulait personnellement à Blake, le seul moyen, selon Melissa et Blake lui-même, était de fuir et de tout simplement essayer de ne plus jamais être confronté à cet homme. En fait, si vous vous demandez, il faut savoir que cette agression n'avait pas été un simple épisode éprouvant. En fait, suite à ça, Blake avait subi un réel traumatisme et il avait même développé un mutisme sélectif. Cet événement avait été tellement traumatisant pour lui que après ça, quand il ressentait des moments de stress, il n'arrivait tout simplement plus à parler. Clairement, Blake souffrait d'un réel stress post-traumatique. Mais bon, malgré tout, la vie va continuer et Blake va commencer sa nouvelle année scolaire dans une nouvelle école secondaire, la East Coweta High School. D'ailleurs, dans cette nouvelle école, Blake a fait la connaissance de Ryan Cameron, une jeune fille de son âge qui va rapidement devenir sa nouvelle petite amie. Et puis, comme chaque année, l'école dans laquelle ils étaient organisait un bal d'automne et évidemment, Blake avait prévu d'y aller avec Ryan. Plongeons-nous alors dans la soirée du 15 octobre 2011, donc soir du bal d'automne où les amoureux avaient prévu d'aller. Je vous fais quand même une petite parenthèse, tout d'abord pour vous rappeler que le procès de Blake n'était pas encore arrivé et devait justement avoir lieu quelques jours plus tard, soit le 24 octobre. Mais le soir du 15 octobre, évidemment, Blake ne pensait pas à ça et n'avait Dieu que pour sa petite amie. Ce soir-là, la maman de Blake l'a alors déposé chez les parents de Ryan, Shannon et Matt Cameron, qui vivaient à Newman au 25 Avondale Circle. Blake avait en fait prévu de passer la nuit chez un ami à lui après le bal, donc il avait pris avec lui son sac à dos pour s'y rendre. Mais bon, ça c'était pour après le bal, revenons-en nous au début de la soirée. À 17h30, Shannon, la maman de Ryan, a emmené les amoureux à la Tokyo Japanese Steakhouse pour qu'ils puissent manger tous ensemble avant que le bal ait lieu. Et puis à 19h, ils ont quitté le restaurant et la maman de Ryan les a emmenés à leur lycée. Le bal s'est alors passé et à 22h30, la maman de Ryan a repris les amoureux et les a ramenés chez Ryan. Ils ont alors ensuite regardé un film tous les trois et Blake a d'ailleurs enlevé sa chemise noire parce qu'il avait beaucoup transpiré pendant le bal. Finalement, à 23h30, la maman de Ryan va emmener Blake chez son ami qui s'appelle Austin Harmon, chez qui il avait donc prévu de passer la nuit et qui habitait à seulement 5 km de là, sur la rue Highwoods Parkway. Une fois arrivé chez son ami, Blake va passer un appel à sa mère sur le téléphone fixe de la maison de son ami et il dira à sa maman que le bal était fantastique et qu'il avait passé la plus belle soirée de sa vie. Je fais une parenthèse pour vous dire que Blake avait un téléphone portable, simplement il n'avait pas encore téléphoné à sa maman parce que vous savez à l'époque c'était encore les crédits téléphoniques, il fallait mettre de l'argent dessus, etc. Donc il voulait pas utiliser tout son argent en appelant sa mère, donc il attendait d'être chez son ami pour pouvoir l'appeler gratuitement via le téléphone fixe. Donc voilà, faut garder à l'esprit qu'il avait un téléphone portable sur lui malgré tout. Donc après cet appel à sa mère, Blake et son ami Austin vont un peu discuter et puis vers minuit, ils vont décider de se rendre à pied à une station-service qui se situait au 67 Marketsgate Road, près de la maison des parents d'Austin. Ils avaient en fait prévu d'aller à la station essence acheter des cigarettes, mais une fois arrivés là-bas, ils vont se rendre compte qu'elle était fermée, donc un peu déçus, ils vont simplement retourner chez Austin. Par la suite, à 2h du matin, Blake a envoyé un message à Ryan, sa petite amie, en lui disant qu'il allait venir chez elle. Alors, on ne sait pas vraiment pourquoi Blake voulait se rendre chez Ryan, mais selon son ami Austin, il serait parti de chez lui entre 2h du matin et 3h du matin. Et quand il est parti, il faisait assez froid dehors. Et Blake, lui, il était habillé avec presque rien sur lui. Austin s'inquiétait quand même un petit peu parce que c'était quand même 5 km à marcher. Donc il a prêté une de ses vestes à Blake et en plus il lui a donné un double des clés de sa maison au cas où il dormirait quand Blake rentrerait. À ce moment-là, Austin dira que Blake portait un t-shirt blanc, un pantalon noir et simplement la veste qu'il lui avait passée. Ils vont alors se dire au revoir et Blake va simplement lui dire qu'il reviendra un peu plus tard, qu'il voulait juste passer plus de temps avec sa petite copine. On sait alors que Blake a parcouru les 5 km entre la maison d'Austin et celle de Ryan en un peu plus d'une heure et il est arrivé devant la maison de Ryan à 4h30 du matin. Il va ensuite rentrer dans la maison sans faire de bruit car évidemment les parents de Ryan
ne lui avait pas donné l'autorisation de revenir en pleine nuit. Ryan, qui était prévenu que Blake allait arriver, ne dormait pas encore et donc c'est elle qui lui a ouvert et les deux ont été dans la chambre de Ryan pour discuter. Les deux vont parler pendant plus ou moins une demi-heure et à un moment donné, quelqu'un va rentrer subitement dans la chambre de Ryan. Il s'agissait de la grand-mère de Ryan. En fait, la grand-mère habitait là aussi avec les parents. Elle avait entendu du bruit dans la chambre de sa petite fille pendant la nuit et elle avait décidé d'aller voir. Donc à ce moment-là, quand elle est entrée et qu'elle a surpris Blake à l'intérieur de la maison, elle s'est énervée et elle est partie chercher Shannon, la maman de Ryan. Pendant ce temps-là, Blake a lui décidé de partir par la fenêtre. Donc quand Shannon et la grand-mère sont revenus dans la chambre, Blake était tout simplement parti. Il était donc à ce moment-là 5 h du matin et Blake était alors seul dehors et comptait remarcher les 5 km dans l'autre sens pour retourner à la maison de son ami Austin. Par contre, déjà ici, on va constater quelque chose d'étrange. On sait que Blake, quand il est arrivé chez Ryan et quand il est reparti, il ne portait pas la veste qu'Austin lui avait prêtée. Ryan dira qu'il portait plutôt un sweatshirt blanc avec marqué Aéropostale en lettres brunes. C'est un détail, mais Austin dira qu'il lui avait donné une veste et absolument pas un pull blanc, donc on ne sait pas où est passée la veste d'Austin et on ne sait pas non plus comment est-ce que Blake a pu se procurer ce pull Aéropostale. Donc clairement, c'est un détail qui n'en est pas un et ce sera un mystère pour plus tard. Pour en revenir aux faits, sur la route pour rentrer chez Austin, Blake a envoyé plusieurs messages à Ryan pour s'excuser de s'être présenté sans y être invité et si tard dans la nuit. Ryan, elle de son côté, va répondre aux messages et elle va essayer de rassurer Blake en disant que c'était pas grave et que rien de grave ne s'était passé. Et puis après, les choses vont devenir encore plus étranges et Blake va envoyer un nouveau message à Ryan. Il va en fait lui expliquer qu'il a été arrêté par un policier près d'un pont et que ce policier lui a demandé sa carte d'identité et où il allait avant de le laisser partir. Ce qui ici est très étrange, c'est que le chef de la police de Newman dira par rapport à ça: il n'y avait aucune trace d'un responsable de l'application des lois interagissant avec Blake cette nuit-là. Donc clairement, on est en droit de se demander qui peut bien avoir parlé à Blake à ce moment-là et si il s'agissait bel et bien d'un policier. Pour en revenir à cette nuit du 15 au 16 octobre, vers 5 h 30 du matin, Blake va encore envoyer un message à Ryan en lui disant qu'il avait froid. Mais voilà, après ça, il n'enverra plus jamais d'autres messages et Blake ne sera plus jamais revu en vie. Au petit matin du 16 octobre, Ryan va alors se faire réveiller par sa maman qui lui demandera si elle avait eu des nouvelles de Blake et Ryan répondra alors que non. 3 heures plus tard, à 9 h 30 du matin, la maman de Ryan lui demandera alors d'appeler Austin pour s'assurer que Blake était bel et bien rentré sain et sauf. Ryan va alors s'exécuter, elle va appeler Austin et là Austin va dire que non, Blake n'était pas rentré et qu'il pensait qu'il était chez elle. Suite à ça, Ryan et sa maman Shannon se sont rendus au domicile d'Austin pour rechercher Blake dans les environs, mais malheureusement, ils ne le retrouveront pas. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais ni Shannon, ni sa fille Ryan, ni Austin n'a eu l'idée d'appeler la maman de Blake pour lui dire que son fils avait disparu. On se dit que peut-être ils ont eu peur, c'est vrai que Blake était sous leur surveillance et qu'ils l'avaient perdu, donc sans doute qu'ils avaient envie de chercher eux-mêmes après lui avant de peut-être inquiéter sa maman. Par contre, on sait que Shannon, donc la maman de Ryan, avait appelé son mari qui s'appelle Matt ce jour-là. Matt était en fait parti au travail à 8 h du matin et simplement Shannon voulait lui demander s'il n'avait pas croisé Blake sur la route ou devant la maison et Matt dira que non. Shannon et sa fille Ryan vont alors continuer à chercher Blake dans les environs et d'ailleurs elles visiteront la pompe à essence où Austin et Blake avaient essayé d'aller la veille au soir et elles montreront à l'employé une photo de Blake. Et cet employé dira que peut-être, oui, il aurait vu Blake ce jour-là à 7 h 30 du matin. Donc potentiellement, Blake était dans les environs à 7 h 30 du matin. Là, il était plus ou moins 9 h 30, 10 h du matin. Donc il était possible qu'il soit encore là. Le truc, c'est que l'employé de la pompe à essence dira qu'il n'était pas sûr, que le jeune homme qui était venu ressemblait effectivement à Blake, mais qu'il ne pouvait pas jurer qu'il s'agissait de la même personne. Donc oui, même si on avait l'impression que Blake avait été à cet endroit, on n'en était quand même pas sûr. En tout cas, cet ado qui ressemblait à Blake avait demandé à cet employé à quelle heure la station ouvrait et l'employé lui aurait répondu qu'elle ouvrait à 8 h et l'ado serait alors reparti. Le truc, c'est que cet employé ne saura pas non plus dire à Shannon et à Ryan
par où l'ado était reparti, donc les filles ne sauront même pas par où commencer à chercher. Donc ça n'a pas servi à grand chose. Ensuite, vers 11 h, Matt, le père de Ryan, est rentré chez lui et sa femme et Ryan ainsi que Austin l'ont rejoint. Matt a alors commencé à fouiller la zone boisée autour de sa maison au cas où il trouverait Blake, mais malheureusement, il n'a rien trouvé. Austin, lui, aurait appelé la mère de Blake pour lui demander si Blake n'était pas chez elle. Évidemment, elle répondra que non. Et Austin n'en dira alors pas plus et raccrochera. C'est dingue parce que là, il est 11 h passées, ça fait depuis 6 h du matin qu'on s'est rendu compte que Blake avait disparu et sa maman n'est toujours pas au courant. À 11 h 30, Shannon va alors finalement décider de prendre les choses en main et elle va téléphoner à la police pour signaler la disparition de Blake. Ce sera donc un policier qui appellera Melissa, la mère de Blake, pour lui annoncer la disparition de son fils. Des recherches vont alors être lancées et pendant des semaines, la police va fouiller tous les recoins de la ville de Newman et ses banlieues, mais malheureusement, ils ne retrouveront aucune trace de Blake. Les autorités vont évidemment essayer de refaire le chemin que Blake aurait pu emprunter pour rejoindre la maison d'Austin depuis celle de Ryan. Selon eux, Blake serait passé par la Lower Fayetteville Road. Mais malgré tout, il reste une possibilité qu'il ait emprunté la rue Grove Parkway, mais selon les enquêteurs, la Lower Fayetteville Road était la route la plus facile à emprunter, surtout que Blake, de base, connaissait mal la route entre les deux maisons. Les enquêteurs vont alors fouiller chaque recoin de ces deux routes, mais ils ne trouveront aucun indice. Selon la maman de Blake et sa petite copine Ryan, il serait possible que Blake se soit en fait enfoui pour éviter de devoir aller à son audience au tribunal qui arrivait à grands pas. Comme je vous l'ai dit, Blake avait vraiment un traumatisme suite à son agression et c'est alors possible qu'il ne veuille pas du tout être confronté à son agresseur et que pour ça, il ait décidé de fuir. Mais bon, malheureusement, les jours, les mois, puis même les années vont passer et malheureusement, cette piste comme quoi Blake aurait pu simplement fuir va être délaissée. Par contre, il faut savoir que le 24 octobre, son audience va bel et bien avoir lieu, même si Blake n'était pas là. Au procès, Skylar, l'ex-petite amie de Blake, va confirmer qu'à l'époque, elle n'avait jamais été retenue contre son gré ou quoi que ce soit et que simplement, elle s'était enfuie de chez elle et que Blake l'avait accueillie. C'est dingue parce qu'il y a quand même un procès qui va se tenir pour cette histoire qui, à ce moment-là, paraît tellement loin. C'était il y a longtemps maintenant, Blake a disparu, c'est ça la priorité. Et malgré tout, il y a quand même un procès qui a lieu pour juger cette histoire. Je sais pas vous, mais moi ça me paraît totalement dingue. Mais bon, en tout cas, avec l'accord de l'accusation, le juge a finalement décidé de classer l'affaire. Blake a alors été mis hors de cause, mais malheureusement, même après cette nouvelle, il n'en verra aucun signe de vie. Par contre, 5 semaines après la disparition de Blake, sa mère va recevoir un appel téléphonique assez bizarre venant d'un numéro bloqué. Elle va répondre au téléphone et personne ne va parler. Simplement, elle entendait à l'arrière une sorte de petit bruit de fond, comme si la personne qui l'appelait était dans une pièce où une télé était en train de fonctionner. Elle va alors rester au téléphone, demander de qui il s'agit, mais personne ne lui répondra. Et au final, l'appel va durer 5 minutes. Malheureusement, la police n'a jamais su donner plus d'informations à la maman de Blake. On ne sait pas si l'appel venait de Blake lui-même, si l'appel venait de ses ravisseurs ou quoi que ce soit. Donc, on n'en sait pas plus. La suite de notre affaire se passe alors le 19 décembre 2011, soit 2 mois après la disparition de Blake. Des passants ont malheureusement trouvé un corps face contre terre près d'un pont dans les herbes hautes qui se situaient près de la maison d'Austin sur la rue Summer Grove Parkway. Donc c'était justement une des rues que Blake aurait pu emprunter pour marcher de chez Ryan jusqu'à chez son ami Austin le soir de la disparition. Par contre, c'est assez dingue parce que la rue Summer Grove Parkway n'était pas la rue la plus évidente à emprunter. Comme je vous l'ai dit, la rue Fayetteville Road était en fait la rue principale et donc on imaginait que Blake aurait pu marcher sur cette rue-là. Or, il a été retrouvé sur l'autre rue. C'est qu'un détail là aussi, mais tout de même, c'est important de le préciser. Par contre, là, je vous précise quand même quelque chose. Je vous avais dit tout à l'heure que Blake aurait pu emprunter 2 chemins différents. Donc, soit la rue Fayetteville Road, soit la Summer Grove Road. Et donc, c'est sur cette deuxième rue qu'il a été retrouvé. Or, je vous avais aussi dit que la rue Fayetteville Road était
la rue principale pour rejoindre les deux maisons. Donc le fait qu'il ait plutôt été retrouvé sur la rue Summergrove Parkway est comme plus étrange parce qu'on ne sait pas vraiment pourquoi il aurait emprunté cette rue-là plutôt que l'autre. Mais bon, j'y reviendrai plus tard, mais il est aussi fort possible que le corps ait plutôt été déposé là par la suite. Mais sinon, pour en revenir au moment de la découverte, je vous précise qu'à ce moment-là, personne ne savait que le corps retrouvé était celui de Blake. Donc les policiers et les médecins sont arrivés sur les lieux et cette personne retrouvée sera déclarée morte à 16h57. Les policiers, eux, noteront que la victime ne portait qu'un t-shirt et des sous-vêtements et ils n'ont trouvé aucune pièce d'identité ni aucun effet personnel sur lui ou dans les environs. C'est ensuite 3 jours plus tard que les policiers ont enfin identifié le corps comme étant celui de Blake. Ils ont en fait réussi à l'identifier grâce à son tatouage et aussi grâce à des bijoux de la marque Playboy qu'il portait. La police annoncera également qu'il était décédé des suites d'une blessure par balle et un médecin légiste a conclu que Blake avait reçu une balle dans la tête avec une arme de poing entre les calibres 22 et 45. Par contre, le médecin légiste dira à ce moment-là qu'il ne pouvait pas dire depuis quand Blake était décédé, sans doute depuis un long moment, et aussi il ne savait pas s'il avait été tué sur place ou si son corps avait été déplacé. Tout de même, ce qui est étrange, c'est que pendant les battues, le corps de Blake n'a jamais été retrouvé, donc clairement, on peut se demander s'il a été amené à cet endroit-là peu de temps avant la découverte. Et puis surtout, ses affaires personnelles n'ont jamais été retrouvées à côté du corps, donc simplement s'il avait juste été assassiné à cet endroit puis laissé là, je pense qu'au moins on aurait retrouvé ses affaires autour de lui. D'ailleurs, parmi les objets qui ont disparu, il n'y avait pas son téléphone portable, il n'y avait pas son portefeuille et il lui manquait des vêtements. Donc avec tout ça, même s'il n'y a pas la preuve ultime comme quoi son corps a été placé là par la suite, je pense qu'on peut plus ou moins être sûr qu'il n'est pas mort à cet endroit-là, sinon on l'aurait trouvé bien avant. D'ailleurs, parlons aussi de cette date de la mort, parce qu'on va savoir que Blake n'est pas décédé quand même le jour où il a disparu. Déjà, il faut savoir que la mère de Blake va dire à des journalistes que la police voulait lui en dire le moins possible sur l'état du corps de son fils lorsqu'il a été retrouvé. Par contre, ils lui diront que sa peau avait commencé à noircir, ce qui veut dire, si on suit les étapes de la décomposition, qu'il a été retrouvé entre 10 et 20 jours après sa mort. Donc là, tout de même, il faut se rappeler que Blake était porté disparu depuis 2 mois et que même s'il était décédé 20 jours avant la découverte de son corps, ça veut dire qu'il serait resté un bon mois séquestré quelque part. Les autorités n'ont malheureusement jamais révélé si Blake avait été retrouvé ligoté ou bien s'il avait été agressé sexuellement. Au niveau de l'enquête, les policiers avaient 3 personnes d'intérêt, mais malheureusement, ils n'ont jamais divulgué leur nom et ils les ont finalement jamais inculpés. Donc on ne sait même pas si Earl Jones, donc le beau-père de l'ex-petite amie qui avait tabassé Blake et qui l'avait traîné en justice, faisait partie de la liste des suspects. Mais bon, je pense sincèrement qu'il faisait partie de cette liste, ça semble totalement logique. D'ailleurs, il faut savoir que les 3 personnes d'intérêt n'ont jamais été innocentées. Simplement, la police n'a pas trouvé assez de preuves à leur encontre pour les arrêter ou même pour faire une fouille à leur domicile. Donc c'est pour ça qu'on n'en a jamais entendu plus parler. Mais si ça se trouve, Earl Jones faisait partie de cette liste des suspects. Mais voilà, malheureusement, je ne peux pas vous le certifier parce que ça n'a jamais été dit officiellement. Au final, même avec une récompense de 20 000 $ en échange d'informations, le cas du meurtre de Blake n'a jamais été résolu. Aux dernières nouvelles, Melissa Chappell, la mère de Blake, se bat toujours pour connaître la vérité et à la suite d'un cancer du sein, elle a déménagé au Texas pour suivre son traitement. Par contre, le 24 août 2022, avec l'aide de l'association Season of Justice, elle a financé un panneau d'affichage avec la photo de Blake et l'a placé sur l'autoroute de Jonesboro afin que peut-être quelqu'un ressente de la culpabilité et parle enfin aux autorités. D'ailleurs, selon moi, c'est pas anodin que ce panneau ait été placé sur la route qui mène à Jonesboro. Dans cette ville vit toujours Earl Jones et donc je pense que si Melissa, la maman de Blake, et si l'association a décidé de placer le panneau à cet endroit-là, c'était clairement pour viser Earl Jones. Sinon, pour ce qui est de Ryan, la petite amie de Blake au moment des faits, elle a maintenant presque 30 ans, 2 enfants et vit toujours dans la ville de Newman. Pour ce qui est d'Austin, donc l'ami de Blake, il est aujourd'hui hors du champ médiatique et personne ne sait vraiment où il se trouve. Il doit sans doute vivre une vie tranquille à l'abri de toute cette histoire.
Sinon, si ça vous intéresse, il existe un groupe Facebook pour Blake appelé Justice for Blake Chappelle et évidemment, comme d'habitude, je vous mettrai le lien en description. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire, cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous en avez pensé, mais surtout, n'hésitez pas à me donner vos théories. Aussi, n'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à cette histoire de veste qu'Austin aurait prêtée à Blake et le fait que Ryan, elle, ait dit qu'il n'avait pas de veste mais un pull blanc. Voilà, ça aussi c'est un petit peu bizarre, donc j'attends vos avis en commentaire. Bon, en tout cas, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne et moi, comme d'habitude, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!